Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets de l'actualité internationale, nationale et internationale, bien entendu, avec nos chroniqueurs qui sont des spécialistes, des hommes des médias, qui font des analyses pour vous afin de faire connaître les sujets qui ont donc marqué l'actualité. Nous allons parler pour ce jour, nous allons parler donc de trois sujets qui sont importants. D'abord, au plan national, parlons des élections de 2020 avec cette sortie du CEFOP qui accuse donc pour le processus dans la diaspora. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, deuxième sujet, il s'agira du sommet de Pau, le fameux sommet des chefs d'État du G5 et de la France. A fait beaucoup couler de l'encre et des salives. Nous allons également en parler. Et puis, dernier sujet il s'agira d'évoquer cette question de monnaie éco qui fait aussi beaucoup de clivages dans l'espace CEDEAO et dans l'espace UEMOA également. Nous allons donc évoquer ces trois sujets-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. À ma gauche, Bilgo, Lionel Bilgo, il est donc directeur Afrique de Temeneis Média. Merci Bilgo d'être donc sur ce plateau. Et puis Parfait Silga, il est donc analyste, il est journaliste et analyste. Merci Parfait sur ce plateau. Et puis juste à côté de Parfait, nous avons Évariste Faustin Concebo, le chroniqueur média. Il est président du Cercle d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci. Évariste d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc débuter cette émission avec des informations liées un peu à la sécurité. Il est question de deux événements qui se sont, on va dire, tragiques, qui sont passés ce week-end. Donc, d'abord, du côté de Arbinda, un convoi militaire qui a explosé sur une mine improvisée, 6 morts selon l'état-major dans un communiqué. Et puis du côté également du centre-nord, précisément à Pisla, dans le village de Rofenga, 6 morts, là également des terroristes qui s'en sont pris à des populations civiles qui sont mortes. Alors, question purement opérationnelle. Alors, comment se fait-il que 2 ans après, avec ces engins explosifs, etc., qui sont mis sur les voies, on en arrive jusqu'à ce qu'aujourd'hui encore, on retrouve des convois militaires qui explosent sur des mines. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas fait d'efforts pour blinder, par exemple, les convois? Parfait, Sylvain. Mais c'est un événement qui démontre encore que nous sommes encore loin du compte et que les efforts doivent se poursuivre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait davantage de FDS formés à la détection, par exemple, de ces engins. Il faut qu'il y ait aussi, au niveau de l'armée, j'allais dire, une politique pour que les soldats qui vont qui vont, en tout cas, défendre le Burkina Faso là, soient dans des conditions, j'allais dire, les meilleures pour pouvoir éviter, en fait, ces surprises. Donc, ça veut dire que le chemin, il est encore long, mais il faut que l'état-major, il faut que le gouvernement prenne en compte ces événements qui se passent pour que demain, on puisse travailler à ce qu'on ait effectivement des blindés. Je ne suis pas un spécialiste de l'armement militaire, mais on peut quand même trouver des solutions. Nous ne sommes pas le premier pays à être confronté au terrorisme. Peut-être qu'il y a des solutions qu'il faut aller chercher ailleurs pour que les militaires, en tout cas, quand ils vont sur le terrain, ils soient protégés, en tout cas qu'ils ne soient pas toujours en train de sauter sur des mines. Il doit y avoir des solutions, je ne sais pas, mais en tout cas, il doit y avoir des solutions. Évariste, c'est quoi c'est bon. Ici, à où on avait vu des blindés, dit-on, des blindés qui étaient donnés par le Qatar au Burkina. Oui, il est difficile quand même parce que nous ignorons vraiment les circonstances dans lesquelles ces accidents-là ont eu lieu. Parce que est-ce que c'est pendant le convoyage? Est-ce que c'est peut-être pendant un arrêt ou pas? On ne sait pas. Donc, jusqu'à présent, puisque ça se passe sur des théâtres ou des terrains en fait de guerre, il faut le dire, où les civils n'ont pas du tout accès, c'est que des militaires. Donc,
c'est très très difficile Mais de quand l'état-major faire des dit, par commentaires exemple, sur... quand l'état-major dit qu'un véhicule a sauté sur une mine, Banalement, bon, c'est non, connu que ce sont des mines qu'on ça, a. ok. Oui, qui sont... Sur cette question, par exemple, il faut revoir la stratégie. Parce que ce que nous savons, hein, de façon, nous sommes des civils, mais quand même, nous avons une certaine culture. Ce que nous savons, c'est que en pareilles circonstances, il faut d'abord identifier les voies, les routes dangereuses. Une fois qu'on a identifié, cartographié toutes ces voies-là, il y a des mesures. Il y a des mesures qui peuvent être des mesures de surveillance satellitaire. Il y a des mesures qui peuvent être des mesures de surveillance renforcées, rapprochées. Il y a aussi de la méthodologie quand on approche. Il faut avoir une méthodologie d'approche. On peut mettre des véhicules pour dégager les voies. Tout ça, on voit. Mais bon, je vous dis encore une fois, c'est carrément tout un grand secret qui entoure tout cela. Lionel ? Ça repose aussi la qualité du matériel qu'on utilise en fait en cette période de guerre sur ces routes-là. Parce que pour qu'une mine saute, si on ne peut pas détecter les mines généralement, c'est qu'on peut aussi protéger les soldats qui patrouillent, en tout cas dans des voitures, notamment en blindant les voitures. Donc ça repose la question des marchés du ministère de la Défense, de commande de matériel. Et c'est pour ça que la LCE insistait pour pouvoir justement contrôler et superviser les actions de commande de matériel pour que justement cela puisse répondre à des critères de qualité qui puissent protéger nos enfants, nos soldats qui sont sur la patrouille. Le ministère de la Défense est le seul ministère depuis 1960 qui n'a pas de DAF et qui a seulement un intendant, c'est-à-dire celui qui est censé contrôler et celui qui dépense aussi. Donc vous voyez, dans ce cas-là... Il y a dans ce processus d'achat de matériel, il y a la direction du matériel qui connaît mieux, où il y a des experts, des gens qui ont fait des études sur les maisons, les grands fournisseurs de matériel, de qualité et tout. Est-ce que ici, la question c'est de savoir, est-ce que l'avis, par exemple, de cette direction est prise en compte? Même si l'avis de cette direction est prise en compte, il n'y a jamais trop de contrôle dans un système de gestion. Toujours, lorsqu'on peut mettre toujours des strates de contrôle, on les met. Et si la LCE peut s'occuper de regarder dans les affaires du ministère des Infrastructures, dans les affaires du ministère des Mines, pourquoi la LCE n'est-il pas autorisée justement à regarder dans les affaires du ministère de la Défense afin que le matériel soit de bonne qualité pour que les soldats puissent se défendre au moins et protéger leur propre vie? Alors, il y a la qualité, certainement, qu'on ne sait pas si le matériel qui saute, comme on l'a vu, c'est lié à la qualité ou c'est lié même à l'absence de matériel adéquat. Là, la question se pose. Bon, est-ce que 3 ans ou 2 ans après, on n'a pas encore tiré les leçons, on n'a pas encore acquis le matériel nécessaire pour faire face à des mines qui sautent? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on a acquis du matériel qui est censé le faire, mais qui ne le fait pas? Ou encore, on a reçu du matériel en donation, donc des sorties de stock de matériel inadapté qu'on a rapidement, sans analyse aucune, mis sur le terrain. Cette question mérite d'être posée. Lengani Sakashi. Moi, je crois qu'il faut d'abord voir l'objectif qui est visé par les terroristes qui utilisent les IED. Je crois que c'est pour diminuer la mobilité de notre armée. C'est pour empêcher nos gens de se mouvoir sur le terrain. Bon, cela étant, je crois que, comme l'a dit Évariste, c'est une question de stratégie. C'est au nôtre de savoir à quel moment est-ce qu'il faut utiliser les voies, étant entendu que toutes les routes aujourd'hui sont susceptibles d'être minées. Donc, en fonction des opérations à mener, étudier le moyen de locomotion qu'il faut utiliser, qui est le mieux adapté à la situation. J'espère que ça s'est fait. Mais cela n'empêche pas ce type d'accident d'arriver. Et là, je suis tout à fait d'accord avec parfaitement d'accord avec Parfait, pour dire qu'effectivement, c'est des situations difficilement prévisibles dans ce type de guerre-là, où, effectivement, l'ennemi en face cherche à faire le maximum de victimes. Et en plus, les nôtres ne sont pas forcément et techniquement préparés à ce type de combat. Et je dis que là, vraiment, ça demande vraiment des efforts parce que contre une mine, lorsque vous arrivez dessus, vous n'avez rien à faire, vous sautez. Oui, mais est-ce qu'il y a quand même des véhicules qui sont blindés? Au nord du Mali, oui, par exemple, les convois sont souvent équipés de ce genre de matériel, soit en avance qui ouvre la piste, ou soit même que le matériel lui-même, de transport même des troupes est blindé. C'est ça, je dis. Est-ce qu'ici, dans le cadre du Burkina, c'est ce qu'on a? Parce que c'est souvent des pick-up. Ouais, je me dis, le déplacement, c'est en fonction de la mission. Si il y a par exemple une attaque quelque part et vous devez réagir rapidement, c'est sûr que si vous apprenez de la route, vous avez beaucoup de chances de sauter. Parce que ça veut dire, ça peut être un piège qui a été posé. Et en ce moment, on n'utilise pas la route. Il faut voir comment utiliser d'autres moyens pour se déporter. Ou en tout cas, on ne prend pas les voies les plus usitées. C'est la question, c'est d'être touché. Mais une fois encore, je crois que dans cette affaire, c'est vrai le matériel,
Mais est-ce que nous avons suffisamment de matériel? Est-ce que nous avons le matériel adapté? Bon, et là, je rejoins Bilgo pour dire qu'il y a un problème de contrôle aussi du matériel que nous recevons. Les gens peuvent nous donner du matériel déclassé, etc. Bon, nous, comme d'habitude en Afrique, nous applaudissons sans nous assurer qu'effectivement ça correspond à nos besoins et au taux d'opération. Non, mais je sais que dans notre armée, on a quand même un génie dont les services ont toujours été mis en avant. C'est l'occasion d'utiliser les services techniques de notre armée. Vous avez des ingénieurs, des mines et autres, si je ne me trompe pas, il y a un corps, c'est un grand corps. Et ça, moi, je pense que c'est une question de management. Bidgo, bien sûr, a dit que je suis sûr que l'opacité qui règne au niveau donc, de la gestion de l'armée à travers l'intendance, bon, moi, je sais que ce n'est pas la mise en place d'un DAF qui va gérer quelque chose. Parce que la preuve, c'est qu'on a des DAF dans d'autres ministères, mais c'est pire. Et il faut carrément, parce que s'agissant vraiment d'un secteur très, très stratégique et vital, je pense qu'il faut revoir une réforme de l'organisation même, de la gestion même, parce que la qualité du matériel, certes, mais même ça, parce qu'il y a des méthodes pour avancer. Parce que quand vous avez, par exemple, un long convoi, vous pouvez peut-être utiliser d'autres des détecteurs, des trucs qu'on peut mettre en avant, de sorte que s'il y a un problème, ce sont ces engins-là qui explosent d'abord pour donner l'alerte. Mais je ne sais pas. C'est comme je vous dis, on ne connaît pas les circonstances. Maintenant, c'est sûr et c'est clair que le ministère de la Défense est interpellé pour s'expliquer. D'accord. Alors, on va également sur les questions toujours de l'insécurité, de ce qu'on constate sur le terrain comme incident. L'aspect aujourd'hui des tueries des civils, on a remarqué une absence de communication autour. Par exemple, là, à Pisla, il y a eu 6 morts, mais bien avant, il y a eu des situations où c'est des populations qui ont été prises à partie par des terroristes. Mais après, ni les services de l'État ne communiquent pas, ni le haut-commissaire ne communique, ni le gouverneur ne communique, encore moins le gouvernement. Alors, qu'est-ce que cela rime, à quoi cela rime-t-il, Lengani? Ou peut-il rimer? Je crois que ce qu'il faut craindre, c'est que nous allons vers une sorte de banalisation des victimes dans cette guerre. Et bon, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage que on a l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, on a l'impression que face à la mort des civils, on manque moins d'empressement à compatir et à trouver des solutions que quand c'est des civils qui sont touchés. Et ça, c'est vraiment dommage. On a même, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les terroristes s'attaquent aux civils. Ça veut dire que le nombre des victimes à ce niveau, malheureusement, va augmenter parce qu'elles sont moins protégées. Et dans ces situations, on a vu, nous avons déploré, et malheureusement, dans certaines situations, les nôtres préfèrent se protéger eux-mêmes d'abord. Bon, comme on dit, quand le caillou tombe d'en haut, chacun attrape sa tête. Bon, on a l'impression que c'est ça, plutôt que de se déporter vers les civils sur lesquels, en fait, leur première mission, c'est d'apporter protection. Bilgo, pour avancer sur ce que disait Lengani, est-ce que le fait de ne pas, le blackout comme on dit, le fait de ne pas communiquer, c'est le fait de ne pas dévoiler peut-être une certaine impuissance, de dévoiler peut-être son impuissance, ou voilà, pour ne pas être mis en cause, ne pas être, voilà, pour ne pas rendre compte. Je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est le cas, si c'est la pensée qui motive ceux qui devaient... C'est une question que je pose. Oui, mais je dis si c'était vraiment ça, il se trompe parce qu'en réalité, c'est faire preuve, en tout cas, d'incompétence notoire que de ne pas justement informer les populations burkinabées des drames qui lui arrivent. Nous avons le droit à l'information, nous avons le droit de savoir ce qui se passe sur notre territoire, mais aussi également le droit de le savoir pour nous recueillir et pour ne jamais oublier que nous sommes toujours en insécurité. Je pense qu'il ne faut pas regarder le nombre de victimes ou le nombre de personnes qui tombent comme étant un malus donné au gouvernement. Il faut le regarder comme étant un rappel justement de la situation dans laquelle nous sommes et que ce rappel-là nous amène justement à faire des efforts pour préserver la sécurité et l'intégrité physique de notre territoire. Ce qui veut dire, on a souvent dit que le gouvernement actuel a un problème à sa communication et ça c'est pas, enfin je veux dire, je suis pas le seul à le dire, nous sommes nombreux à le penser et nous le penserons sur la base de faits réels. Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, comment est-ce que les civils peuvent être massacrés dans une localité du Burkina et qu'en réalité, aucun officiel ne prenne la parole pour au moins se recueillir ou en tout cas interpeller les populations du Burkina afin que nous puissions avoir une pensée pieuse pour ces personnes-là. Je pense que nous sommes dans un état de guerre et dans un état de guerre, on ne cache pas les morts. Parfait, Silga.
Par exemple, à Arbinda, quand il y a eu la mort de la trentaine de femmes et puis des civils, 35 civils, qui n'a pas du tout apparu dans les communiqués officiels de l'armée, en dehors du discours du président. Alors, est-ce que, on a vu aussi que les autorités sont allées, mais ils sont allés plutôt constater la mort, dit-on, des 80 terroristes, mais ils ne sont pas passés à Arbinda, par exemple, pour voir les populations. Bon. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce type de communication qui est un peu d'éviter de dire des choses ou d'éviter même de faire face à la réalité? Non, je crois qu'aujourd'hui, est-ce que cette communication a pour objectif de cacher ou de ne pas faire face à la réalité? Ce qu'il faut peut-être encourager à faire, c'est-à-dire qu'au niveau des autorités, c'est déjà au niveau des autorités provinciales, communales, qu'il y ait des initiatives pour communiquer, pour donner l'information. Ensuite, qu'il y ait des initiatives pour prendre en charge, par exemple, donner les premiers secours aux blessés, avant que, au plan national, il y ait d'autres initiatives. Donc, moi, je crois que tout cela, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui ce qui arrive dans les provinces avec la mort des civils, je pense que ça doit nous rappeler que ce que les militaires font sur le terrain, pour le premier plan, ça doit être de protéger les populations civiles. Et protéger veut dire, c'est-à-dire leur accorder des chances de survie par rapport à ces terroristes, mais c'est aussi de sécuriser aussi les zones qui font face à ces attaques. Parce que en réalité, quand on voit les populations se déplacer, c'est parce que elles ont un sentiment, elles sont dans un sentiment d'insécurité. On ne peut plus rester parce que on est susceptible d'être attaqué à tout moment. Donc, quand il y a ce sentiment qui commence à monter dans une région, c'est évident que les populations vont se déplacer. Donc, je crois que tout ce qui arrive là doit aussi nous permettre de nous remettre en cause et de travailler à ce que, quand il y a une attaque, il y ait par la suite vraiment des opérations de sécurisation de ces zones-là, afin que les populations puissent rester et qu'elles puissent effectivement avoir ce sentiment de sécurité. Mais quand il n'y a pas de communication, par exemple, ici, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, à Ouagadougou, on sait qu'à Rufénéga, à Piscila, il y a eu 6 morts, mais au niveau de l'autorité, on ne dit pas, par exemple, on n'apaise pas, on ne dit pas aux gens, voilà ce qui est des dispositions qui sont prises. On a l'impression que bon, c'est le chaos. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas communiquer qu'on ne rassure pas du tout? Non. Vous voyez, les populations, ce n'est pas forcément la communication qui va les rassurer, non. Mais si il y a une... non, je voulais dire, ce que je veux dire, le plus important, quand il y a une attaque pour une population, c'est qu'il y ait une opération de sécurisation afin qu'elle puisse avoir le sentiment de la sécurité. Parce que si les gens s'en vont, mais il faut comprendre les populations qui se déplacent. D'accord. Elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas rester sur place si elles ont l'impression que après cette attaque, le lendemain ou bien dans 2 jours après, elles vont subir une autre attaque. Je vais dire que le plus important, c'est que les populations sur place sentent effectivement qu'il y a un travail de fond qui est fait pour sécuriser la zone. Valis, conseil-moi. Non, vous savez très bien que les mots ont leur sens. Quand on tue des civils, c'est très grave, c'est très dramatique. Je ne dis pas que quand on tue des militaires, c'est moins grave. Mais quand on atteint déjà le stade des civils, c'est vraiment très grave. Et vous savez très bien que depuis le début de cette histoire, la position de notre gouvernement était d'abord de minimiser, d'essayer de cacher. À la limite, sa communication est un tabou. Mais il a fallu combien de temps pour reconnaître même qu'il y a des déplacés dans ce pays? Et je ne veux pas revenir sur les épilogues et autres pour dire non, que ce n'est pas des déplacés, c'est quoi? Il y a eu des débats sur ça. Donc, quand vous êtes dans cette posture, je comprends. Nous sommes dans une époque où la réalité fait peur. Les gens ont besoin d'entendre peut-être des mots qui rassurent. Eux, ils sont peut-être dans cette posture. Mais ici même, je dis que c'est criminel que de se taire et d'envoyer les gens à l'abattoir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux donc informer les gens. Quand on parle, par exemple, les cartes qui ont été faites par les chancelleries étrangères, vous avez vu comment elles ont été combattues. Mais c'est une façon de reconnaître d'abord le danger. À l'heure actuelle où je vous parle, est-ce qu'on peut nous dire des zones où les routes sont dangereuses? On n'a pas. On est toujours dans la situation de non, ça va aller, c'est pas dangereux. Sauf que dans certaines localités où les populations étaient vraiment éprouvées, elles n'attendent pas.
elle bouge, elle quitte. Bon, maintenant c'est vraiment dramatique quand on en vient dans un pays où il faut attendre que les gens soient attaqués pour aller sécuriser. Moi je dis qu'il y a un problème. Normalement, on devait prévenir. Il faut prévenir, c'est ça. Merci. On continue ce débat avec notre sujet suivant, les élections 2020, des élections qui déjà font déjà des élections qui font déjà de grosses choses. On a vu la sortie de l'opposition, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur ce VTR à la suite de la conférence de presse qui a été donnée par le CEFOP. Près de 2 semaines après le lancement de l'enrôlement biométrique de la diaspora burkinabé en vue du scrutin de 2020, l'opposition politique crie à des fraudes et à des dysfonctionnements graves. En Côte d'Ivoire, des individus auraient été pris en flagrant délit. Des individus ont été pris en main de délivrer des CNB dans une école. Nous détenons d'ailleurs des preuves vidéo des faits. L'ambassadeur alerté s'est d'ailleurs rendu sur les lieux. Il nous est révélé que dans certaines localités, dont nous taisons pour le moment les noms, des individus proches du pouvoir en place distribuent ouvertement de l'argent à ceux qui s'enrôlent. Il faut également noter le fait que dans 2 pays, il y a des difficultés pour entrer des kits biométriques dans ces pays-là à cause du lithium dans les batteries dans des ordinateurs. En plus de ces présumés cas de fraude dénoncés, le chef de file de l'opposition politique a constaté une faible participation à l'opération. En Côte d'Ivoire, où une mission a séjourné notamment à Abidjan, les kits d'enrôlement sont insuffisants. Bon nombre de compatriotes ne détiennent pas de CNIB et de passeport, des documents exigés pour l'enrôlement. La mission de l'Office national d'identification est toujours sur place pourtant, mais pour le CEFOP, la délivrance simultanée de ces documents et de la carte d'électeur rend ardue l'opération pour la diaspora. Conséquence, le bilan à mi-parcours est en deçà des attentes, s'alarment les conférenciers du jour. Ils voient en cette situation un sabotage, une manœuvre du pouvoir MPP d'aller à un vote à minima de la diaspora. Sur un potentiel de 2 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, plus d'une semaine après, nous n'avons que 1600. 1400, je crois. Aujourd'hui, j'ai eu les statistiques, ça fait à peu près 1600 à ce jour. Nous, on s'inquiète. Et lorsqu'on regarde leur processus d'enrôlement, c'est pour nous dire, à la fin, que sur un potentiel de 2 millions, 2 500 000 de la diaspora, on n'a plus qu'enrôler environ 20 000 ou 30 000. Nous sommes loin du compte. Et donc, si on veut enrôler encore, il faut reporter la date. C'est pourquoi nous disons, nous sommes vigilants. Et pour surmonter cet imbroglio, le CEFOP appelle l'exécutif à tout mettre en œuvre pour modifier le code électoral conformément aux recommandations du dialogue politique. Il permettra aux équipes de la CENI d'être plus proches des potentiels électeurs. Proroger les délais de délivrance des CNIB, la validité des CNIB expirés jusqu'au 31 décembre 2021. Ce sont entre autres des propositions faites ce 16 janvier. Alors, voilà, mais il se trouve que du côté de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de l'ambassade de Burkina en Côte d'Ivoire, il y a un démenti. On estime qu'il n'y a pas eu de fabrication de pièces, encore moins, et qu'il s'agit simplement d'une association qui a organisé la collecte des CNIB, la collecte des extraits d'actes de naissance en vue de faire confectionner des CNIB au niveau du Burkina pour les redistribuer en Côte d'Ivoire. Lionel Bilgo, où on en est, où vraiment, qu'est-ce qui se passe déjà avec ce processus électoral qui semble au début heurté, et d'ailleurs avec la faiblesse des chiffres qu'on voit dans les pays, l'enrôlement n'est pas vraiment, selon ce que les uns et les autres disent, l'enrôlement n'est pas au rendez-vous. Je crois qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que nous sommes dans un état de fracture sociale, de divergence de point de vue à tous les niveaux, y compris au niveau même du processus électoral. Et là, ce qu'on a vu là et ce qu'on a entendu là, y compris là, le communiqué de l'ambassadeur du Burkina que j'ai lu, je trouve quand même qu'il y a urgence justement à prendre la situation à bras le corps afin d'éviter toute dérive dans bien d'autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, vous voyez que la manière même de distribuer comme ça des actes de naissance dans une école, dans un quartier
sans que l'autorité, notamment l'ambassadeur même, ne soit au courant. Ce sont des documents officiels. C'est même pas le certificat de nationalité qui n'est pas falsifiable. On sait à quel point certains usent en fait d'intelligence pour falsifier certains documents. Donc je pense qu'il faut recentrer le contrôle autour des sites ou des endroits indiqués avec présence de l'opposition dans ce cas-là. Vous savez, pour une élection, il y a 2 étapes, il y a 2 niveaux très dangereux. Premier niveau, c'est la pré-campagne, la préélection même. C'est-à-dire, avant l'élection, il faut qu'il y ait une concordance des voix, une confiance des parties prenantes pour que tout se passe très bien. Et il y a le résultat post-électoral, dont la non-contestation dépend de tout ce qui s'est passé avant la date de l'élection, y compris pendant l'élection. Donc je pense que nous sommes en train de s'aimer là les germes d'une crise très grave qui risque à venir si nous ne prenons pas garde et si nous ne convergeons pas les points de vue afin que tout le monde comprenne bien comment les choses se passent. Ensuite, sur la faiblesse du chiffre en termes d'enrôlement. Je pense que premièrement, c'est vrai qu'ils disent que c'est dû en partie, en tout cas, de l'absence des kits d'enrôlement dans des localités données. Mais il faut se poser également la question de l'engouement populaire des ressortissants là-bas. Comment est-ce qu'eux, ils motivent leurs partisans, leurs militants à aller se faire enrôler? Et donc là, à partir du moment où on a ces éléments-là, on peut faire le comparatif. Le CEPOP vient de dire tout à l'heure qu'ils ont des vidéos compromettantes. Moi, je pense que dans ce cas précis, la voie à suivre, c'est la voie judiciaire. Il faut déverser ces vidéos auprès de l'autorité, poser plainte auprès de qui du droit, et puis attendre les suites ou les enquêtes sur ces cas-là. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur a dit que ce n'est pas vrai que forcément ce n'est pas vrai. Peut-être que lui aussi a été induit en erreur. Et donc là, dans ce cas-là, je trouve que c'est très grave. Il faut aller plus loin qu'une simple déclaration. Il faut poser plainte. Évariste, voilà, on a eu des chiffres, par exemple, qui ont été communiqués par le CEPOP. Une semaine après, en Côte d'Ivoire, pour un potentiel 2 millions, on avait 1419 enrôlés. Au Bénin, 423 enrôlés. Au Ghana, 92. Au Mali, 367. Togo, 634. Sénégal, 509. Gabon, 92. Tunisie, 136. On ne se bouscule pas du tout. Est-ce qu'on a... on a le principe, mais est-ce que vraiment ces élections dans la province et dans la diaspora vont être vraiment des élections qui je vois les chiffres permettent aux gens les chiffres que vous venez de citer, on précise que les mêmes tendances sont observées dans les autres pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Non, vous savez, nous avons pratiqué le terrain ici en tant qu'observateurs depuis des décennies. Et même en interne, les gens regardent au niveau de la diaspora. Même en interne, regardez le fichier, le nombre d'abstentionnistes, c'est combien? Il y a eu des moments où il a fallu déployer des stratégies pour amener les Burkinabés à adhérer au processus, à aller s'inscrire. Même en interne, celui qui va à l'étranger. Je me souviens même que sur ce plateau, nous avions dit que le potentiel annoncé en Côte d'Ivoire était exagéré. Et nous avions même estimé que s'ils avaient tout au plus 200 000, même, il fallait se réjouir. Là, on parle de 1600, je parle... En une semaine. En une semaine. Donc, bon, vous voyez, on est dans un pays où vous avez des théoriciens, là, parce que ça fait bien de dire que au Burkina, tous les étrangers votent, tous ceux burkinabés qui sont à l'extérieur. Bien, c'est un droit. Mais quel travail on fait pour les amener? Quelqu'un qui va à l'extérieur, c'est pour chercher sa vie, pour gagner son pain, d'abord. Donc, c'est ça, nous sommes maintenant confrontés à une réalité que certains observateurs mais ici, l'opposition estime que ce n'est pas bien sûr, l'attitude des gens non, c'est ce que par je rapport dis. au vote, mais ici, il y a des blocages. C'est vrai que les blocages, c'est quoi? Tiennent notamment au problème du document d'enrôlement et le fait de centraliser les lieux de vote. Bon, je pense que suite au dialogue politique, la loi va être votée, je pense, d'ici lundi ou mardi, le 23. Or, il se trouve que quoi? Légalement, le processus pour l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger s'arrête le 26. Bon, on va faire quoi? Comment on va faire? C'est clair que si on réduit les lieux d'inscription et les documents, notamment la carte, la CNIB, les gens ne l'ont pas, on va demander. Donc, l'opposition a raison, parce qu'on risque de créer... Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de créer techniquement les conditions pour demander, justifier un report? Est-ce que ce n'est pas la question? Parce qu'on sait très bien que le dialogue politique a eu lieu depuis longtemps. On aurait pu intégrer tous ces éléments-là. Donc c'est clair, c'est normal, ça va augmenter le nombre. Si par exemple, on augmente les lieux d'inscription, puisque le document de votation, ça ne changera pas. C'est la CNIB et le passeport. Or, il se trouve que la plupart de nos compatriotes ne détiennent, surtout en Côte d'Ivoire. Quand on parle le grand potentiel, c'est surtout la Côte d'Ivoire. Le Ghana, à l'époque, même, on avait dit non, c'est pas, parce qu'ils n'ont pas la même sociologie, les Burkinabés qui sont au Ghana. La preuve, regardez les chiffres qui sont annoncés. Donc, tout le monde se focalise sur la Côte d'Ivoire. Et on dit que la majorité détiennent des cartes
de résidence, qui d'ailleurs sont biométriques, ils ne peuvent pas s'inscrire avec. Donc, il va falloir donc prolonger le délai pour qu'on puisse leur donner le CNIB. Or, vous savez, il y a des conditions de nationalité pour avoir la CNIB. Ce n'est pas évident. Donc, peut-être que si on intègre, soit on va augmenter le délai, on va proroger, et ça va... L'opposition a d'ailleurs demandé de proroger le délai d'enrôlement et de délivrance également vous pouvez être sûr de que CNIB. notre chiffre qu'on avait annoncé de 200 000, là, si on l'atteint, ça sera vraiment un miracle. Parfait, Sylvia. L'opposition demande qu'on proroge comme remède pour sortir de cette situation où visiblement on a un chevauchement de l'opération d'enrôlement, opération de délivrance de la CNIB, mais pour ce qui concerne un pays comme la Côte d'Ivoire, à fort potentiel d'électeurs, le problème qui se pose, c'est le changement des pièces, mais également, ce sont les lieux d'enrôlement qui sont, pour le moment, l'ambassade et les consulats généraux, alors que le dialogue politique avait recommandé qu'il soit permis, donc avec l'accord du pays, de faire les enrôlements un peu partout, de sorte à ce qu'il y ait massivement de gens qui le fassent. Oui, il y a deux problèmes que je vois qui sont très importants. Évariste vient d'évoquer le code électoral qui actuellement dit que l'élection a lieu, les lieux d'enrôlement, c'est dans les ambassades et puis dans les consuls généraux. Donc, il faut changer la loi. Alors, si la loi est votée le 23, il faut encore ajouter la promulgation de la loi par le président du Faso. Et bon, là, on a déjà dépassé le délai, parce que c'est le 26, on a déjà dépassé. Le deuxième problème, même si, par extraordinaire, la loi est votée et qu'on donne même mandat à la CENI de prolonger encore cette date pour que les Burkinabés de l'étranger puissent s'inscrire, que pensez-vous? Vous pensez vraiment qu'on va avoir un nombre important? Parce que les chiffres de la CENI, la base sur laquelle, les critères, la base sur laquelle ils ont travaillé pour les Burkinabés de l'étranger, c'est 2 millions. Donc, environ 1 million et demi en Côte d'Ivoire. Donc, quand Évariste parle de 200 000, moi, je suis d'accord avec lui. Et il y a quelque chose d'important qu'il faut dire. Il y a eu beaucoup d'études sur le plan sociologique qui ont démontré que la participation à l'étranger dépend de plusieurs facteurs. Il y a le contexte politique du pays, il y a la sociologie même de ces personnes qui vont dans ces pays. Il y a beaucoup de facteurs. Mais généralement, les cas les plus optimistes, c'est quand on regarde le Cap-Vert, mais c'est jamais plus de 10%. Donc aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que la classe politique veut. Quand on regarde, on dit il y a un faible taux, mais qu'est-ce que les partis politiques font pour amener les Burkinabés à aller s'inscrire? Au-delà des problèmes de pièces, au-delà des problèmes de lieux pour s'enrôler, qu'est-ce que les partis politiques font pour amener les gens à s'inscrire? On ne peut pas non plus ne pas tenir compte des aspects purement techniques. Non, les consulats généraux, vous en avez à Soubré, vous en avez à Bouaké, vous avez le consulat général d'Abidjan. Oui, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est à, disons, quelqu'un qui est à Saint-Fra, il va aller où? Mais justement, je dis au-delà de ces problèmes qui sont posés là, c'est-à-dire les problèmes de lieu là, qu'est-ce que les partis politiques font pour amener les Burkinabés à aller s'inscrire? Mais ça aussi, ça repose un problème fondamental. Bien avant, il faut aussi que techniquement... Je vous dis une chose. Moi, pour moi, la chose la plus importante qu'on va tirer comme leçon de ces élections-là, c'est qu'on va savoir exactement la diaspora burkinabé. On va connaître exactement la diaspora burkinabé. Parce que, évidemment, on dit 2 millions, mais quand vous regardez dans les chiffres là, est-ce qu'on est sûr que les chiffres que les ambassades ont là, est-ce que ce sont des chiffres? Est-ce que les listes là sont actualisées? Et pour moi, cette élection-là va nous permettre effectivement de connaître, va nous permettre de savoir connaître notre diaspora, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle représente. Connaître notre diaspora comment? En nombre, si le nombre est peu par rapport à ce qu'on dit ou plus par rapport à ce qu'on dit? Bien sûr, pour moi c'est ça qui est le plus important. Sinon, pour cette élection-là, on aura encore beaucoup de choses. Mais je me pose une question. Est-ce que la classe politique burkinabé veut vraiment de cette élection pour les Burkinabés de l'étranger? Lengani, c'est la question. C'est la question, mais elle est très mal posée de mon point de vue.
elle doit être posée au pouvoir, au gouvernement. Est-ce que le gouvernement veut réellement que les Burkinabés de l'étranger votent? C'est ça le problème. Et la réponse est non. Objectivement, la réponse est non. Et on a mis dans la tête des Burkinabés de l'extérieur qu'on ne veut pas qu'ils votent. C'est-à-dire la polémique qu'il y a eu, les entraves que le gouvernement a fabriquées pour torpiller même la Constitution qui donne aux Burkinabés le droit de vote, mais ça amène les gens à se dire, mais si on ne veut pas qu'on vote là-bas, nous on reste chez nous. D'ailleurs même, on est venu, qui nous a amenés ici? Nous sommes libres de voter, de ne pas voter. Si on veut nous empêcher de voter, ben on ne vote pas. Ça c'est d'un. Donc, psychologiquement, les Burkinabés de l'extérieur se sentent aujourd'hui mis au bord de la route, en fait. Donc les gens disent, oh, si c'est comme ça, ok, on y va. Moi, d'ailleurs même, ce n'est pas forcé, c'est pas obligé. Ensuite, qu'est-ce que les partis politiques font? Là, je suis parfaitement d'accord, parfait, effectivement, pour dire que chacun a un rôle, effectivement, à jouer. Mais et là aussi, on voit encore le mauvais rôle que joue le parti au pouvoir, qui est sous le couvert d'association, mais ils font pratiquement, ils préparent là une vaste fraude. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour voir ça. Même au Burkina ici, il y a un député de l'opposition qui a dénoncé le fait que dans des villages, des gens sont arrivés, des gens reconnus très proches du parti au pouvoir, avec des listes au niveau des équipes de l'ONU pour imposer que l'ONU fasse d'abord les CNB de ces gens-là. Mais les gens sont levés, on dit, les populations sont levées qu'il n'est pas question. Et dans certaines zones, effectivement, les populations sont opposées à cette méthode de travail. Ça veut dire quoi? Qu'il y a effectivement un travail qui est fait sciemment par le parti au pouvoir. Bon. Maintenant, on peut dire que c'est de bonne guerre pour que les autres aussi ne le font pas, mais je dis que dans un pays, il faut quand même donner la bonne... Il faut que chacun quand même marche selon la loi. D'accord. Et ça, ce n'est pas marcher selon la loi. Parce que la loi dit, pour s'enrôler, il y a des conditions pour s'enrôler, pour faire sa CNIB. Ce n'est pas des listes qu'on amène donner aux gens de fabriquer des pièces pour des gens. D'accord. Alors, on va tout de suite voir que l'opposition, les recommandations de l'opposition, l'opposition a demandé donc de proroger la date d'enrôlement et de proroger également la date de délivrance par l'ONU des cartes, de la confection des CNIB. Mais en même temps, l'opposition a demandé aussi au chef d'État de prendre un acte pour proroger les CNIB donc détenus par les Burkinabés de l'intérieur, qui sont déjà expirés jusqu'au 31 décembre 2001, une année après. La dernière fois, je pense que j'ai donné le chiffre de... Cela fait aussi partie des recommandations de dialogue politique. C'est-à-dire que le problème n'est pas seulement dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur, parce que ceux qui n'ont pas les pièces... Oui, parce qu'on a dit que d'ici février 2020, il y a un grand nombre de CNIB qui arrivaient à échéance. On a cité le chiffre de 10 millions, je ne sais pas. Donc, techniquement, ce n'était pas possible pour que la CNIB puisse, en si peu de temps, produire autant de CNIB. Donc, mais la question se pose à quel niveau? C'est-à-dire que les personnes qui ont ces CNIB expirés en février, si elles s'inscrivent avec ces CNIB, ne pourront pas voter, c'est ce que ça veut dire? Ah non, c'est-à-dire qu'on valide. Au lieu que ça soit périmé en 2020, ça sera en 2021, je pense. Donc, l'élection se déroulant donc en 2020. Bilbo? Il y a des pistes de solutions. Il n'y a qu'à s'asseoir et puis prendre les décisions qui sied pour que tout le monde trouve son compte dans ces élections-là. Moi, je crains seulement que ces cas-là n'amènent pas en fait d'autres mélodrames en fait dans ce pays. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une confiance dans ces élections. Il faut travailler de façon transparente pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais pour le cas des enrôlements, je pense que d'abord l'État burkinabé doit tout mettre en œuvre. C'est pas parce que c'est le régime MPP, n'importe quel régime qui viendrait doit tout mettre en œuvre pour que tout Burkinabé, là où qu'il soit, puisse avoir accès aux services administratifs nécessaires pour au moins se faire enregistrer, mais au moins avoir une pièce d'identité. À ce moment-là, si on estime que techniquement l'ONU n'est pas capable de fournir ce droit-là aux populations burkinabées, dans ce cas, il faut trouver justement une parade pour permettre à ces gens-là de se sentir burkinabés, premièrement, mais de ne pas être frustrés parce que tout simplement, ils auraient aimé aller aux élections, mais malheureusement, l'indisponibilité, y compris au Burkina, il y en a qui n'ont pas de pièce d'identité parce que c'est la croix et la bannière de se faire une pièce d'identité. Donc ça complique un peu le reste des éléments. Et dans tous les cas, quel que soit le nombre de personnes qu'on aura, tout le monde ne votera pas. Parce qu'il y a des abstentionnistes et il y a des indifférents.
ceux qui s'en foutent des élections, qui ne se sentent pas forcément concernés et qui ne voudront pas voter, qui ont le droit de ne pas aller voter également, donc qui ne le feront pas. Donc moi je pense que très sincèrement, la balle est dans le camp des partis politiques, tout azimut, et de la majorité et de l'opposition. Lengani, vous voulez prendre la parole? Bilgo a marché sur la langue et je voulais dire que effectivement, les Burkinabés sont libres de voter aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu ne votes pas qu'il n'est pas burkinabé. Mais l'État a le droit, le devoir plutôt, a le devoir de mettre les conditions pour que chaque Burkinabé puisse acquérir les pièces dont il a besoin. Merci. Je peux même m'enrôler puis ne pas le voter. Ça Oui. aussi, c'est obligeant de voter. c'est un droit. Alors, toujours parlant des élections, là, on était sur le vote des Burkinabés de l'étranger, le processus d'enrôlement, mais il y a aussi un processus, on va dire, politico-diplomatique. On a vu, par exemple, la sous-secrétaire la sous-secrétaire générale du département des affaires politiques, de la consolidation de la paix des Nations Unies, Mme Rose-Marie Anne Dicalo, qui a rendu visite au CEFOP. Il était également la question d'élections et de sécurité. Alors, le chef de file de l'opposition, en tout cas, de ce qui est sorti, insiste que la date de ces élections doit être maintenue et que les élections doivent se tenir sur toute l'étendue du territoire. Possible ou impossible? Parfait. Est-ce qu'on ne rêve pas là? Je pense que ça peut être quand même difficile qu'on puisse avoir l'élection dans toutes les zones. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des zones aujourd'hui qui, même si elles ne sont pas occupées par des terroristes, les populations se sont déplacées, elles sont allées dans d'autres zones. Donc aujourd'hui, vous avez des zones où on a encore besoin de sécurité. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus... Il faut regarder les choses en face et ça doit interpeller le gouvernement. C'est que, on continue le travail de sécurisation, on continue le travail de telle sorte que la sécurité puisse revenir dans toutes les régions du Burkina Faso. Pour moi, ça, c'est le plus important. Mais je crois que ça ne peut pas entacher la qualité du vote. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Le fait de ne pas tenir sur tout le territoire national n'empêchera pas, s'il y a des qui ne sont pas électeurs... Est-ce qu'on va nous dire, on va arriver à la conclusion qu'on n'a pas pu faire le vote dans 2 localités, donc le président du Faso qui est élu serait élu de façon médiocre? Bon, je crois que... D'accord. Alors, Lengani, déjà quand les Nations Unies viennent en avant... en préventif pour échanger sur la question sécurité-élection, ça voudrait dire que le problème est crucial, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui dans le pays. Moi, je pense que ça manque effectivement, il y a une préoccupation qui est là. Et l'État burkinabé ne devrait pas attendre que ce soit l'extérieur qui indique qu'il y a des risques qui sont là et qu'il faut commencer à travailler sur les différents scénarios pour sécuriser effectivement ces élections-là. Et je dis qu'en principe, on devrait pouvoir voter sur tout le territoire burkinabé. Je fais confiance à ce gouvernement-là pour ça. Je lui fais très confiance. Je fais confiance au président Roch-Marc Christian Kaboré pour qu'effectivement tous les Burkinabés votent partout. Pourquoi? Et ils ont inventé les volontaires. Et je pense que voilà la panacée qui va permettre de sécuriser effectivement avec ces volontaires-là pour que notre armée continue à faire son travail régalien, que ces volontaires-là soient exclusivement ou principalement orientés vers la sécurisation des lieux de vote. Et je suis convaincu que si la réflexion est menée dans ce sens-là... Mais là, d'ailleurs, sur la question des volontaires aussi, l'opposition a émis des sérieux doutes en relation avec, bien sûr, les élections. Oui, le rôle qui pourrait être celui des volontaires dans l'élection, qui ne soit pas en réalité le rôle pour lequel on pose le principe de recruter des volontaires. Je suis tout à fait d'accord. Ça corrobore ce que je veux dire. Bon, étant entendu que ces volontaires-là, on ne va pas devancer l'Iwan dans l'eau. Moi, j'attends de voir qui va être recruté et sur quelle base et comment. Avant de me prononcer, sinon je crains que ce ne soit des milices qui sont en train d'être fabriquées. Je crains. Et je préfère le dire dès maintenant pour qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait aucun doute sur la moralité des gens qui seront pris dans ce système-là. Bilgo, on en est là aujourd'hui. Les Nations Unies s'intéressent. Le Burkina peut-il organiser des élections transparentes, crédibles, sur toute l'étendue du territoire et permettre à tous les Burkinabés de s'exprimer, de sorte à conforter en légitimité les institutions? Moi, j'aime bien rêver, mais
Là, c'est un rêve assez douloureux. Je ne crois pas qu'on puisse faire ces élections-là. En tout cas, vu le temps qui est imparti pour l'organisation de ces élections et l'état sécuritaire du pays aujourd'hui, je ne pense pas qu'à horizon 6 mois, on puisse sécuriser tout le territoire burkinabé. Le travail qui reste à faire est tellement énorme qu'il faut se rendre à l'évidence, y compris au chef de file de l'opposition, à la majorité. Je pense qu'on ne peut pas forcer un voyant à regarder ce qu'il ne veut pas voir. Mais là, il faut que tout le monde regarde dans la même direction et qu'on s'arrête aujourd'hui de tergiverser, qu'on se dise clairement, on aura des votes, des élections dans un pays insécurisé. Est-ce que ça voudrait dire que, comme il fut un moment, le débat a été lancé par le président de l'Assemblée, est-ce que ça voudrait dire, par ce que j'entends là, que les élections pourraient ne pas se tenir? Non, je pense que c'est se faire du mal que de ne pas tenir ces élections-là. Il faut les tenir pour respecter la légalité. Notre constitution d'abord, premièrement, mais aussi pour donner une légitimité à ceux qui prendront le relais. Si c'est le MPP qui continuera, ils auront la légitimité. Si c'est une autre personne qui continuera, elle aura la légitimité. Mais je pense qu'il ne faut pas interdire le processus démocratique du Burkina. C'est donner une belle fleur, en tout cas, aux terroristes. Ensuite, pour la question des Nations Unies qui rendent visite au CEFOP, je vous rappelle, cher Loukman, que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, déjà, le chef de file de l'opposition avait déjà reçu les Nations Unies. Et l'inquiétude des Nations Unies, c'était de savoir si il n'y aurait pas de divergence de point de vue, en tout cas, aux résultats prononcés. Et le chef de file de l'opposition avait rappelé qu'ils insisteraient sur le comptage manuel et électronique, parce qu'à l'époque, le débat sur le comptage électronique était... Mais là, on est dans une autre donne maintenant qui est plutôt sécuritaire. Avant, c'était dans la qualité. Oui, mais ce qui veut dire là, on est vraiment sécuritaire. Mais ce qui veut dire qu'il y a une double inquiétude aux yeux des Nations Unies. Une inquiétude sur la qualité et une inquiétude sur la sécurité. S'ils sont repartis voir le chef de file de l'opposition, et j'estime aussi, je pense qu'ils voient également la majorité, c'est qu'ils sont très soucieux de ce qui pourrait advenir à la suite de ces élections-là. Et puis, il faut vous rappeler une chose, ces élections-là qui vont se passer, c'est l'élection au Burkina Faso, par excellence. Pourquoi? Après 27 ans de pouvoir comparé, on a eu une transition, une élection démocratique, exclusiviste. Démocratique, mais exclusiviste. Cette élection, elle est inclusiviste et elle doit être démocratique, mais dans un contexte sécuritaire délétère. Ça veut dire que tous les partis politiques, y compris le CDP, vont concourir à cette élection. Il n'y a pas d'exclus. Et donc, c'est une première à ciel ouvert que nous allons tenter. Et pour le vote des Burkinabés de l'étranger, je reviens rapidement sur ça, ça sera imparfait, quoi qu'il arrive. Imparfait parce que tout simplement, c'est une première. Au moins, Roch Marc Christian Kaboré aura ce privilège-là d'entrer dans l'histoire avec cette élection-là. Pour une première, depuis notre indépendance, jamais eu d'élection des Burkinabés de l'étranger. Quelle que soit la note qualitative qu'on va donner à cette élection, c'est une première. Merci. Évariste Konsebo, alors, question sécurité. Bilgo l'a dit, on a l'impression que chaque fois qu'on avance vers les élections, il y a des préoccupations qui s'ajoutent. Hier, c'était la qualité, la transparence. Aujourd'hui, c'est la sécurité. Alors, demain, peut-être les financements. Non, je ne sais pas. Les préoccupations sont en fonction des réalités sur le terrain. À l'époque où on parlait, s'il n'y avait pas cette donne sécuritaire, c'est clair que c'était d'autres considérations. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que le chef de file de l'opposition est sorti dire, c'est ce qu'ils se sont dit entre eux. Parce que très souvent, comme on le sait, le plus important, ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on n'a pas dit. Donc, c'est sûr que c'est la communauté internationale qui vient certainement pour essayer d'avoir les deux positions. Je suppose qu'ils ont rencontré aussi la majorité. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est ce qui n'a pas été dit. D'accord. Merci. On termine sur le plan, disons, national avec le sujet de Pau. On en a parlé 2 à 3 fois. Les chefs d'État donc, sont allés à Pau. Il y a eu donc le sommet. Vous l'avez bien suivi. Quelqu'un a quelque chose à dire? On n'a pas récolté grand chose, c'est ce que ça vous a dit. Sinon, que Macron a dit simplement que les chefs d'État se sont offusqués de la manière dont leur opinion vilipende la France dans l'espace sahélien, malgré le rôle majeur de la France. Mieux, il y a une augmentation des troupes pour rester dans le G5 Sahel. Alors, comment on conclut, Lengani? Très rapidement. Non, je crois que... Le sommet de Pau a accouché d'une souris? Oui, d'une souris, oui. En tout cas, accouché, c'est qui est sûr. Elle a accouché, bon, chacun appréciera la qualité du bébé. Mais moi, je trouve que ce qui est arrivé, c'était tout à fait normal. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, je trouve que la France est dans son bon rôle d'exiger, je pèse mes mots, d'exiger
que les autorités de l'Afrique qui sont concernés par la question où les enfants, les fils des Français viennent mourir, que les gens disent clairement ce qu'ils veulent. Vous voulez notre présence ou vous ne voulez pas notre présence. Ça, je pense que ça, il y a voilà, mais quand on ramène la question au plan national, parce qu'il y a 5 pays, mais au plan national, au Burkina, on avait vu, par exemple, qu'au niveau des autorités burkinabées, il y avait ce sentiment que la France ne jouait pas un rôle qui remplisse convenablement sa capacité. Et puis, bon, on a vu le sentiment aussi anti-français exprimé à un certain niveau aussi. Alors, est-ce qu'au Burkina, c'était un désaveu pour les dirigeants burkinabés, ce qui s'est passé à Pau? Oui, c'est même pire qu'un désaveu. C'est même pire que ça, parce que n'oublions pas qu'il y a une autorité, notamment l'actuel ministre de la Défense, qui a eu des propos vraiment, de mon point de vue, inacceptables vis-à-vis de la France. Et ça, c'est à corriger. Et moi, je pense que l'État burkinabé devait entrer à la conclusion. Et moi, je trouve que il faut aussi donner raison aux opinions africaines, qui ont tout à fait le droit d'avoir des opinions, de penser ce qu'elles veulent de cette présence, selon le ressenti. Mais là où je ne suis pas d'accord, on en veut à la France, alors que de mon point de vue, on devrait en vouloir à ses propres dirigeants. Parce que Macron, ce n'est pas Macron qui a fait élire Roch-Marc Christian Kaboré. Ce n'est pas Macron qui a dit de nommer 6 shérifs, ministre de la Défense, qui a eu les propos dont je parle là. Ce n'est pas Macron. Et donc, si il y a une opinion qui doit se plaindre, c'est vis-à-vis de la responsabilité des nôtres. C'est à eux de savoir se mettre à niveau pour faire en sorte que ce que la France est en train de vouloir faire, c'est-à-dire une sorte de recolonisation, ne soit pas un fait accompli. Parfait. Non, sur le sujet... Est-ce qu'on ravale un peu tout ça? Parce que les Burkinabés qui croyaient, on a vu par exemple le sommet alternatif de Pau, où des gens, à Bobo, on a vu aussi des gens encourager le président d'aller dire des vérités à Macron. Finalement... Non, moi j'ai déjà dit ici, bon, quand on dit oui, il faut que la France quitte, nous va s'occuper de notre... Mais c'est rêvé. Et c'est même j'allais dire que c'est même inquiétant d'entendre ça. C'est inquiétant. Quand vous entendez... C'est une opinion. Est-ce que les gens ne sont pas libres de leur opinion? Non. De penser Est-ce que j'ai dit que les gens ne sont pas libres de leurs opinions? J'ai dit c'est inquiétant d'entendre ça. Les gens sont libres d'exprimer leurs opinions parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne réalisent pas le fond des choses. Ce que nous devons demander, c'est de travailler à ce que demain, nous puissions nous passer de cette aide. C'est ça. Que nos armées puissent effectivement monter en puissance afin que demain, on ait moins besoin de la France, des États-Unis, de la Russie. C'est ça qu'il faut demander. Mais pas dire aujourd'hui, non, on n'a pas besoin de la France, on n'a pas besoin de coopération militaire avec les États-Unis ou la France. Il y a des pays aujourd'hui... il y a des pays qui ont 2 fois le PIB du Burkina, mais qui ont besoin des États-Unis ou de la France en matière de coopération militaire. Pour moi, ce qui est arrivé à Pau, je pense que les dirigeants se sont réunis et ils ont essayé de travailler sur une nouvelle façon de collaborer qui puisse permettre effectivement à ce que les pays du G5 Sahel et la France aient un canevas où chacun connaît son rôle. Et puis, évidemment, je suis d'accord quand la France demande à ce que certains pays puissent clarifier. Parce que quand on regarde dans certains pays, quand vous regardez l'opinion, ce n'est même pas l'opinion. Ce sont carrément des dirigeants qui sont peut-être proches du parti au pouvoir, qui émettent des opinions défavorables. Relayées par des satellites. Oui. Quand les Français voient ça, ils se disent, mais attends, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils ont tout à fait le droit de demander aux gens de savoir ce qu'ils veulent par rapport à leur coopération. Mais j'ai dit, la chose la plus importante que nous devons retenir de tout cela, nous devons travailler à ce que demain, nous ayons de moins en moins recours à la France et aux États-Unis. Parce que nous aurons travaillé à ce que notre armée puisse monter en puissance. Évariste? Mais non, Cette question, que fallait-il s'y attendre ou quoi? Oui. Je ne sais pas. Non. Aujourd'hui, les pouvoirs africains du G5 Sahel, et notamment le pouvoir burkinabé, quelle peut être l'image que ce pouvoir, politiquement bien sûr, on avait vu par exemple certains estimer que Roch-Marc Christian Kaboré, c'était l'anti-France, l'anti-colon, l'anti-France-Afrique, l'anti. Aujourd'hui, est-ce que politiquement, ce n'est pas un contre-coup, un coup lourd apporté par le président?
Non, je pense que ce qui s'est passé va contribuer à éclairer une certaine opinion qui a une vision un peu erronée du fait peut-être du manque d'une certaine culture. Parce que c'est vrai, j'ai vu qu'on avait bandé les muscles, on avait réveillé un peu la fibre patriotique, mais sur le terrain, en fait, du management des États, il y a d'autres considérations. C'est vrai que, bon, c'est une certaine jeunesse, parce que bon, sur la question du franc CFA, quand on va l'aborder, vous verrez, ça suscite des passions. Mais en réalité, bien sûr, d'aucuns auraient voulu voir un autre Sankara, en oubliant que peut-être M. Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas Sankara et que 2020 n'est pas. Oui, je sais. 2020 n'est pas 80. Et que 2020 n'est pas 1983. Tout ça a changé. Mais moi, en fait, je pense que j'ai vu des chefs d'État responsables. Responsables pourquoi? Parce qu'ils ont tous reconnu que depuis les années des indépendances, aucun d'entre eux n'a travaillé pour sécuriser ses frontières. En ayant notamment une armée républicaine, ils ont détruit les armées parce qu'ils avaient peur que les armées ne fassent des coups d'État. Aucun d'entre eux n'a travaillé pour sécuriser ces populations. Ça, ils ont reconnu. Maintenant, par rapport à ça, mais comment on fait? Et c'est la manière de faire qu'ils sont allés voir avec Macron. Alors Bilgo, avec toi, sur l'aspect purement politique, purement alliance entre le président du Faso et puis une certaine opinion de la rue ou certains alliés qui avaient l'habitude de modifier la trajectoire du président ou de la politique du gouvernement par rapport à tous ces débats qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une déconnexion, que le président est dans une poursuite de réelle politique que peut-être de se laisser aller à des opinions de rue? Non, je pense quand même qu'il a joué sur la carte de l'opinion de rue. C'est le seul président d'ailleurs parmi les 4 autres présidents qui a eu une posture un peu offensive par rapport à la convocation de Macron. D'abord au Burkina ici, lors de ses présentations de vœux, il a osé, en tout cas pour moi, dire clairement que la forme n'y était pas et que c'était un peu, entre guillemets, insultant de les avoir. Au moins, il présente ses cartes, M. Évariste, c'est un courage. Je ne pense pas que vous, à sa place, vous iriez pu dire ça de cette façon-là. En même temps, c'est au Burkina qu'on a jugé. Oui, mais au moins il l'a dit. Il l'a dit. Moi, je parle d'abord de sa réaction par rapport à Macron. Après ce qu'il a fait à Kémi Séba, un tout autre président aurait pu aussi ne pas accepter les critiques de Kémi Séba. Mais bon, ça c'est son avis. Mais d'abord sur la réaction avec Macron, il a eu cette posture-là. Le Nigérien n'a pas dit ça. Au contraire, lui, il a rué dans les brancards. Il s'est même couché à plat ventre par rapport à ses déclarations. Il est même allé très loin, à accuser ceux qui pensent que la France devrait partir d'être des terroristes. Ensuite, en France, là-bas, vous voyez la divergence de point de vue entre le président Roch-Marc Kaboré et le président Macron. Il y a comme une imposition de force de ce qu'il voulait dire. Roch-Marc Kaboré, dans son bilan, il rajoute le dernier point. Nous devons chercher des partenaires d'où qu'ils viennent et nous ne devons pas refuser l'aide d'où qu'elle vienne. Et Macron recentre en disant, voilà, avec les Européens, etc. C'est comme si la convocation de Pau, c'est même pas un agacement seulement sur les opinions africaines, c'est un agacement par rapport aussi à certains chefs d'État africains qui vont signer des alliances avec des pays dont la France ne serait peut-être pas en bonne odeur de sainteté. La Russie et les États-Unis, puis la Chine. Alors, mais le résultat, c'est quoi à la fin? Le président Kaboré l'a dit, etc. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, les présidents gagnent. Ils gagnent au moins que le dispositif soit revu. Ils gagnent également l'ouverture à d'autres pays européens, avec des pays qui vont venir en aide. Ils gagnent également l'appel à bien d'autres pays au-delà de l'Europe. Donc je pense qu'à la fin, le bilan, c'est ça. Ensuite, pour la question des opinions, moi j'avais déjà dit, Pau ne va pas régler la question des opinions. Macron ne peut pas museler ou influencer les opinions africaines, tout comme il n'a pas pu museler ou influencer les opinions françaises au niveau des Gilets jaunes. Donc vous voyez, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Vous avez demandé à la fin, c'est quoi? Moi, quand je regarde le communiqué, on dit qu'ils ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire. Ils ont plaidé leur renforcement, ils ont exprimé une reconnaissance. Moi, c'est ce que je vois à la fin. En tout cas, le communiqué qu'on a vu, malgré la posture, le communiqué final, c'est pas ça. Vous n'avez pas bien lu. Le communiqué final ne sera pas grand-chose. Il y a une convergence. Peut-être que j'ai mal lu. Non, vous avez mal lu. Il y a une convergence des commandements. Il y a ensuite une augmentation. Non, c'est pas ça. Non, mais je suis en train de vous répondre. Mais j'ai la parole ou c'est vous qui avez la parole? Mais vous l'avez perdu en temps. Bon, allez-y. Exprimez-vous. C'est ce que j'ai dit. Moi, à la fin, tout ce qu'il a dit là, c'est qu'ils ont exprimé leur souhait, leur reconnaissance. C'est ce que je vois. Bon, maintenant, je peux répondre. Voilà. Monsieur Évariste, vous avez mal lu. Vous n'avez pas la bonne information. Mais là, j'ai la parole. Donc, la bonne information, Évariste, c'est qu'ils ont mis en place un système de commandement conjoint. Je termine. Mais vous n'avez pas à moi. Mais je termine. Mais oui, allons-y, Bilgo. Mais il m'interrompt. Il est le premier à demander la politesse, mais lui-même, il ne la rend pas. Bon, ok, d'accord. On y va pour l'idée. Il y a un commandement conjoint
il y a une augmentation des militaires français, 220 soldats. Il y a un recentrage stratégique. Tout le monde a lu ça. Tout le monde l'a lu. Vous me dites des choses que j'ai lues. Tout le monde l'a lu. Non, si vous l'avez lu, dites-le. Mais vous oubliez de le dire. Bilgo, le communiqué final des chefs d'État de ce sommet-là, visiblement, pour certains observateurs, n'apporte pas grand-chose. Mais ça, pour certains observateurs, pas grand-chose. Oui, mais pour certains observateurs, on s'attendait à ce qu'on dise que désormais, voilà comment ça va se passer. Voilà. Mais là, on est venu même mieux corser encore la présence de cette France-là. Non, attention, on a dilué la présence de la France en y ajoutant d'autres États. En ajoutant des soldats aussi. En y ajoutant d'autres États, d'autres soldats, d'autres pays qui vont intervenir dans cette zone. Et ensuite, on diminue le commandement en la rendant conjointe. Et ensuite, la stratégie se concentre sur une zone dont les pays avaient demandé. On va terminer avec notre dernier sujet sur l'économie. Juste pour dire que contrairement, la question militaire, c'est pas une question de rêve. Aucun autre soldat, outre que les Français, ne va venir mourir ici. Ça, c'est... Ni les Chinois, ni les Russes. Ne vont venir mourir ici. Merci. C'est les Français qui sont là, qui sont sur le terrain. Et je pense que l'honnêteté voudrait quand même qu'on respecte ce peuple-là pour ce qu'il fait pour nous. Merci. Maintenant, quand nos petites querelles mesquines politiciennes, bon, ça c'est autre chose. D'accord. Merci. L'écho, pour terminer, on a vu qu'il y a comme une contradiction complète. Désormais, le président ivoirien Ouattara est donc comme isolé du reste donc, des chefs d'État, des États. D'abord, dans le cadre du mois où il avait estimé qu'en 2020, la monnaie CFA deviendrait éco. Également, au niveau de la CEDEAO, on a vu que la plupart des chefs des pays anglophones ont tout simplement fait un tir de barrage pour estimer qu'il y a une procédure, il y a un processus qui a été enclenché et que ce processus-là qu'il faut prendre en compte et qui ne se reconnaissait pas. Ensuite, les ministres des Finances de la CEDEAO également se sont réunis et ils ont rejeté la formule, on va dire la formule Ouattara au profit de cette formule qui a été celle consensuellement arrêtée. Alors, un mot là-dessus, vraiment juste un mot parfait. Bon, quand vous parlez de la formule Ouattara, je crois, je l'ai déjà dit ici, le président Ouattara n'a pas été élégant envers les autres chefs d'État parce qu'il y a eu des décisions qui étaient prises lors du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et si vous avez, en fait, sa déclaration là a un peu masqué, je dirais, ce qu'il y a eu après au Conseil des ministres. Parce que le Conseil des ministres de l'UEMOA, ils ont dit, qui s'est tenu le 27 décembre à Abidjan, ils ont dit clairement que le projet, la dénomination, le changement de la dénomination de CFA à l'ECO interviendra quand la zone UEMOA va rentrer dans la zone ECO, dans la nouvelle zone économique en fait, créée par la CEDEAO. Mais en fait, je pense que c'est parce que le président, je crois que en s'exprimant ainsi, il a un peu brouillé les pistes. Sinon, ce que je sais, en tout cas de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, il y a un seul projet ECO. Il y a un seul projet. Mais d'où vient alors les tiraillements là? Il y a un seul projet. Il y a un groupe d'acteurs. Pourquoi il y a des tiraillements? Maintenant, je crois sincèrement qu'il y a des pays qui ne veulent pas rentrer dans cette Par exemple, lesquels? Et moi, je dis, le Nigeria, ce n'est pas évident que le Nigeria veut effectivement rentrer. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria représente 70% du PIB de la zone. Est-ce que vous pensez que le Nigeria est prêt à rentrer dans une camisole de force? Parce que, en fait, tous ces pays qui ont fait ce tir de barrage, ils ont leur monnaie, ils ont leur banque centrale. Est-ce qu'ils sont effectivement prêts à se coaliser, à mettre ensemble leurs efforts pour aller dans une nouvelle zone économique? Je ne suis pas sûr. Merci. On va prendre notre premier téléspectateur, Monsieur Ilboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouaga, sur le sommet de Pau. Oui, alias Henri Chauvron. Je disais tout à l'heure qu'à l'été, le sommet de Pau, Dieu nous dit ce qui va venir par la suite, pour ceux qui comprennent de quoi on parle au fait. En réalité, quand le président Macron demande, que j'aime appeler le petit Macron, demande à ce que les chefs d'État clarifient, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui travaillent sous les réseaux sociaux à terner leur imagination des services. Monsieur Ilboudo, je vais vous rappeler un peu à un code un peu plus éthique. Vous ne dites pas petit Macron, c'est quand même le chef de l'État d'un pays. On va pas dire est en démocratie.
Oui, mais on ne dit pas même le petit celui on Macron, c'est un l'appelle chef comme d'État. ça, Non. il n'est pas mort Bon, pour sur notre antenne, on va nous l'appeler le chef de l'État français. Ok, bon, si vous voulez qu'on fasse de l'hypocrisie, allons-y. Le président français, Macron, bon, son excellence et éminence, et même si vous voulez, vénérable, pendant qu'on y est. Mais ça ne règle pas le problème qu'au moins, il a dit au président africain qu'en réalité, devant la menace dont nous sommes déjà victimes, il sait qu'il y a d'autres contacts avec la Syrie et d'autres pays, avec les terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont intelligents savent que déjà on voit qu'avec la Libye, il y a déjà des trucs, des avancées de trucs qui viennent déjà de l'Asie. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les chefs d'État, ils ne vont pas faire tout un film pour vous montrer ce qui va arriver. On vous donne des petits indices pour que si vous êtes intelligent, que vous commencez à réfléchir. Maintenant, ce qui est de très important dans cette situation, c'est que ça a permis à la population ignorante de l'Afrique noire de comprendre qu'en réalité, si par exemple, moi j'ai dit ça avant que le sommet ait lieu, si la France décide de quitter le Sahel ce soir, demain matin, moi je prends mes valises et quitte le Burkina. Parce que c'est toute cette communication qui est faite là, au fond, il n'y a pas de fond. Il n'y a rien. C'est-à-dire on parle parce qu'on sait qu'on est en face à des gens qui ne cherchent pas à vérifier l'information. D'abord, même qui n'ont pas l'information et qui pensent que quelqu'un qui est vesté, qui parle gros français, tout ce qu'il dit est vérité. Donc, c'est pour que, en réalité, la population sache qu'en réalité, notre dernier ressort pour le moment, parce que nous n'avons pas une armée, c'est notre fameux père des Gaulois qui sont venus pour nous sécuriser. Et c'est normal qu'ils aient un peu, ils aient ce sentiment de colère, parce que vous mettez votre argent pour sécuriser des gens qui ne comprennent rien. Et ils ne sécurisent pas l'Afrique pour les Africains, ils sécurisent parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique soit la base arrière des terroristes pour attaquer l'Europe. Et puis, il explique en même temps que le fait que les Américains veulent partir, ça va créer encore un problème. Même si les Américains ne sont pas plus sur le terrain physiquement pour combattre, ils donnent des renseignements. Et que lui, il pense qu'il va pouvoir les convaincre de rester parce que la menace est globale. Pendant ce temps, vous voyez les gens qui ne savent pas de quoi on parle, que le président devait aller dire non à la France. Et c'est quand on a une population qu'on n'a pas éduquée, on se retrouve dans une situation où toi-même tu ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir de cette situation. Merci, monsieur Loulou, merci pour votre intervention. Oui. Il a dit plusieurs choses à la fois, et moi je l'en félicite. Je pense que, en fait, pour moi, il ne faut même pas dire à la France de partir. Il faut exiger que la France reste. Parce que ce qui nous arrive est aussi une co-responsabilité des attaques de la Libye. Donc, dire que la France n'a qu'à partir, c'est comme si on dédouanait un chèque en blanc des erreurs de stratégie, de réflexion de l'attaque de la Libye. Donc il faut même exiger de cette France-là, mais exiger avec une posture de dignité. Ensuite, il dit qu'il sécurise, il dépense de l'argent. Oui, c'est vrai qu'il dépense de l'argent, parce que pour maintenir 4000 et quelques hommes en Afrique, c'est coûteux, et qu'ils viennent pour sécuriser des Africains, parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique soit la base arrière du terrorisme en Occident. Mais bon, enfin, ça, il fallait y réfléchir avant d'attaquer la Libye. Mais ensuite, c'est vrai qu'ils mettent de l'argent, mais également, ce n'est pas pour rien. Ils prennent aussi de l'argent. Ils prennent également de l'argent. Il y a une question économique autour de ça. La preuve même qu'il y a une question économique autour de ça, c'est le financement du G5 Sahel. Et comment la répartition financière. Vous savez que les chefs d'État ne sont même pas tombés d'accord sur l'état actuel du financement. Quand Macron dit attention, il faut rajouter du matériel qui a été donné, etc., ou repris. Comment il y a le président français, il y a un aspect économique autour de cela qu'il ne faut pas occulter. Donc on ne vient pas aider les Africains parce qu'ils sont pauvres, bedonnants, ils font pitié, il y a des intérêts. Et des intérêts dévoilés et des intérêts aussi non dévoilés. Pour le moment, la population lambda, on ne peut pas tout saisir, on ne peut pas tout savoir. Mais mettre également les projecteurs sur le côté humanitaire seulement de cette aide-là, moi je pense que c'est se fourvoyer. Oui, Évariste. On peut aussi intervenir sur notre sujet de l'écho. Moi j'aimerais quand même sur ça, parce que je suis d'accord un peu avec lui. Bon, faire la fausse fierté, aller faire semblant de pouvoir être un vrai nationaliste, pour moi ça m'amuse, parce que quand on aime son pays, on se donne les moyens d'abord de pouvoir défendre ses 4 frontières. C'est un. Quand on aime son pays, on se donne les moyens de pouvoir sécuriser ses populations. C'est un. Avant d'aller maintenant se parvenir pour dire oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Maintenant, c'est vrai que l'attaque, c'est vrai. Je ne nie pas le fait que l'attaque de la Libye a créé des conséquences. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait que, en ce qui concerne le Burkina, vous avez des conflits
ethniques, intercommunautaires qui sont venus. Vous avez des frustrations, des questions de justice qui sont venues aussi se greffer à cela aussi. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faut voir. D'ailleurs, juste pour compléter ce que Évariste dit, dans les recommandations ou dans ce qui est ressorti de la conférence de Pau, je rajoute ce point, il y a la question donc, du développement social et de la cohésion sociale qui a été mise en branle, effectivement pour tenir compte de ces conflits internes-là, parce que la guerre au Burkina ou au Mali ou au Niger ont une spécificité, ce n'est pas seulement une guerre simple. Dedans, ça a créé aussi également d'autres conflits ou d'autres situations. Oui. C'est sur ce point-là que je voudrais qu'on ressente un peu aussi, qu'on en parle aussi, parce qu'il n'y a pas que la solution militaire. Et c'est bien dommage que ce soit Macron qui enseigne à Roch-Marc Christian Kabore que dans son pays, il y a la désunion, il y a des problèmes de réconciliation qu'il faut régler. Et ça, il n'y a pas une fierté à aller se faire entendre, à se faire dire cette vérité-là par le président de la France. C'est des réalités qui sont là, qui sont chantées. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour régler cette question de réconciliation? Qu'est-ce que nous faisons pour régler cette question de cohésion? Comment est-ce qu'on fait pour que la stigmatisation cesse? Qu'un peuple ne soit plus un terroriste, qu'on abat, qu'on aligne des civils, qu'on massacre, qu'on dit que c'est des terroristes. Bon, tout ça, c'est des questions qui sont posées. D'accord. Alors, rapidement sur l'écho, hein, pour gagner un peu de temps. Vous avez un point de vue. Parce que tant qu'on ne va pas régler ça, le terrorisme... Alors, on va prendre notre quatrième sur la liste, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou sur les élections de 2020. M. Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour M. Lukman. Bonjour. J'ai dit bonjour aux autres invités également. Oui, effectivement, je voulais intervenir sur les élections, mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le quatrième thème à temps, sinon j'aurais pu m'exprimer aussi sur le sommet de Pau. Sur la question, en tout cas, je dis bravo à M. Lionel Bilgo, dont j'épouse parfaitement, en fait, le point de vue. Et j'ai dit même qu'il faut qu'il ajoute le terme juste une des conclusions qui a été arrêtée, comment on appelle la zone là, du Mali. La zone des trois frontières au Mali. Merde, je suis en train d'oublier le nom, mais qui se rappelle que ça va, tout le territoire malien appartiendra désormais, bon, avec de l'Uruguay au Mali. Voilà. Maintenant, revenant sur la question des élections. Allô? Allez-y, oui, on vous entend très bien. Ok. Revenons sur la question des élections. Bon, à ce niveau, vraiment, j'ai écouté beaucoup de points de vue, mais bon, finalement, je me sens un peu perdu, parce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on avait eu raison de vouloir faire voter l'extérieur ou on n'a pas eu raison de leur donner accorder ce droit de vote? Je me pose vraiment ces questions. Parce que si ça va être la source de tous les dangers, sur le plan national, il y a une question éminemment préoccupante, c'est la question sécuritaire. Maintenant, si on va aller ajouter d'autres questions de division ou bien de... Bon, je ne sais quoi, sincèrement, ça me fera trop pour le Burkina. Donc, je me suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on ne va pas aller doucement, la balle à terre, pour permettre qu'il y ait des élections, j'allais dire, libres et transparentes, et à l'intérieur et à l'extérieur. Monsieur Seydou, Monsieur Ouedraogo, balle à terre, ça suppose quoi? Qu'est-ce que vous entendez par mettre balle à terre? Quand on ne dit plus qu'il y a des problèmes d'enrôlement, ou bien qu'est-ce que vous appelez mettre balle à terre? Oui, mais pour moi, mettre balle à terre, c'est vrai qu'on peut répertorier certaines préoccupations, mais qu'on ne soit pas aussi alarmiste. Parce que, entend certaines personnes, d'autres personnes même le disent, que c'est les élections de tous les dangers. Mais si ça va nous causer autant de dangers, dans ce cas, qu'on dise que, mais tiens, on n'aura pas la possibilité de faire des élections à l'extérieur, simplement parce que ça va créer beaucoup de dangers. Moi, je pense que, voilà ce que moi je recommande à ce niveau. Il faut que les partis politiques aillent sur le terrain et qu'ils mobilisent les partisans à se faire enrôler. Mais les résultats que vous avez publiés récemment, ce que vous venez de publier, on peut tirer déjà des leçons de cela. Ça veut dire simplement que, il a été dit qu'à un moment donné où il y avait le débat sur la carte consulaire ou pas, voilà, il avait été dit qu'au moins,
à peu près 800 000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire détenaient ou le passeport ou la CNB. Mais ces gens-là seulement, ça veut dire que si on avait fait un travail de mobilisation de la part de toute la classe politique, je parle de l'opposition comme de la majorité, au moins ces personnes-là, on aurait pu trouver beaucoup de personnes qui allaient se faire enrôler. Mais non, c'est moins de 1000 quelque par-ci par-là, moins de 1000 par-ci par-là dans les grandes villes où on peut peut-être dénombrer peut-être 50 000 à 100 000 personnes aptes à voter. Merci, M. Ouedraogo. On vous a compris. Sur le plateau, on va essayer de réagir sur ce propos. Effectivement, si on avait opté pour l'utilisation de la carte biométrique, on aurait eu beaucoup plus de Burkinabés enrôlés. Ah oui, mais il dit aussi que trop de préoccupations pourraient finalement c'est des problèmes nous mettre dans le chaos, parce que là, il y en a trop, il y a la sécurité, il y a les problèmes d'incompréhension ou de conflits liés au processus électoral, comme il y en a toujours. Est-ce que finalement, on ne rentre pas dans une zone assez complexe, une zone de turbulence? Moi, je crois qu'il faut comprendre que l'élection est un droit du citoyen. Et l'État a le devoir de faire en sorte que le citoyen puisse effectivement s'acquitter de ce droit-là. Je pense qu'il faut qu'on aille sur cette base-là. Le reste, là, c'est des aménagements sur lesquels on peut s'entendre ou ne pas s'entendre. Mais je dis que sur la question spécifique du vote des Burkinabés à l'étranger, si c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui va matérialiser ça, c'est parce que la transition a refusé que les Burkinabés de l'étranger ne votent. C'est ça, parce que je me rappelle très bien qu'en 2015, tout le processus avec la CENI était mis en œuvre pour que les Burkinabés de l'étranger votent. Et c'était clairement acté. Et la transition qui est venue bat tout ça en brèche. Et le pouvoir actuel est revenu encore pour amoindrir ce droit-là en disant que la carte consulaire n'est plus un document burkinabé et légal et utile pour le vote. Merci. On va prendre un téléspectateur qui appelle de très loin, de l'Afrique centrale au Gabon, M. Bouraïma Kéré, pour la question des élections, bien sûr. M. Kéré. Allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez du Gabon? Oui, j'appelle de Port-Gentil au Gabon. Ok. Merci. Et là, je veux parler sur les élections de la diaspora. Allez-y. Voilà, donc c'est d'abord pour dire sur le plateau que là au Gabon, là on nous a enrôlés. On est venu nous faire les cartes, les passeports, les cartes d'identité. Mais jusque-là, on n'a pas encore reçu les cartes. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'autre point qui se trouve que quand ils sont venus nous faire les cartes et les passeports, ils ne sont pas allés dans toutes les provinces. Le Gabon compte 9 provinces. Et vous savez que le Burkinabé, quand il se déplace, quand il est à l'étranger, il n'aime pas travailler en ville. Beaucoup travaillent dans les plantations. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui est ici à Port-Gentil et qui doit aller à Libreville, parce qu'on n'a que l'ambassade qui est à Libreville. Et on nous demande d'aller là-bas pour se faire enrôler. Et actuellement, la CENI est là. Nos papiers, les cartes et les passeports sont bloqués au Burkina. Et vous savez qu'ici, nous, on se déplace plus avec la carte de séjour et les cartes consulaires. Et vous savez que la carte consulaire n'est pas acceptée pour passer au vote. Donc, et je prends encore un autre exemple pour quelqu'un qui se trouve soit à Oyem. Oyem, c'est au nord du Gabon, et à Franceville. Oyem, c'est à peu près plus de 600 km de Libreville. Vous voyez. Et vous savez qu'ici, souvent, on a un problème d'hébergement. Imaginez qu'à Oyem, où il y a presque ou bien plus de 3000 Burkinabés, et vous savez qu'ils sont tous des adultes et qui doivent se déplacer massivement pour aller à Libreville se faire enrôler. Il y aura un problème d'hébergement, il y aura un problème de transport et il y aura un problème de travail aussi, parce que nous laissons les champs pour aller se faire enrôler. Et on va passer combien de temps pour se faire enrôler dans l'ambassade? Et si à Libreville, tous les Burkinabés qui sont à Libreville, qui tournent autour de 15 000, doivent aller aussi se faire enrôler. Vous savez ce que ça nous donne? D'accord. Ouais. Allô?
Oui. Vous avez... Voilà, donc c'est bien vrai. Et vous connaissez aussi la mentalité, même au Burkina, pour que les Burkinabés partent prendre leur carte d'électeur, il faut vraiment, c'est vraiment un parcours de combattant. D'accord. Donc, vous voyez. Alors donc notre préoccupation, ça se situe à ce niveau. D'accord. Merci, M. Kéré, de votre témoignage terrain. D'après les statistiques au Gabon, à la date, je pense une semaine après, bien sûr. C'est 92 personnes qui ont été enrôlées au Gabon. Sur 15 000, parce que là, apparemment, à Libreville, il y a 15 000 Burkinabés et d'autres ailleurs. Il pose une question incongrue. Tout à fait. Il dit les cartes ont été confectionnées, les cartes d'identité ont été confectionnées, les passeports ont été confectionnés, depuis bloqués à Ouagadougou. Et la CENI, pendant ce temps, la CENI est sur le terrain en enrôlement. Donc, vous voyez, on veut que les gens s'enrôlent, mais des opérations. Il y a un problème calendaire, quoi. Oui, le chevauchement des opérations. Non, moi, je dirais que ce serait certainement une élection imparfaite pour les Burkinabés de l'étranger. Maintenant, il faut travailler à ce que nous puissions tirer mais il ne faut pas des élections imparfaites, justement, parce qu'on a besoin de l'expression démocratique, des élections crédibles, des élections inclusives. Non, on ne va pas rêver. On ne va pas rêver. C'est la première fois que nous allons expérimenter. C'est une inconnue pour la CENI, pour les partis politiques, pour le gouvernement. Pour tout le monde, c'est une inconnue. Mais les problèmes ne sont pas qu'à la diaspora. Il y a des problèmes aussi en interne. Le problème, c'est pourquoi revenir à zéro, alors que l'ancien régime avait tout était arrivé pratiquement à terme du processus. Pourquoi revenir à zéro? C'est ça aussi l'incongruité de la situation. D'accord, merci à vous. On est au thème de cette émission. Notre thème sur l'écho va revenir la semaine prochaine. On était donc dans la phase des questions avec nos téléspectateurs. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous qui êtes venus sur ce plateau. J'étais donc avec Parfait Silga, il est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Bilgo Lionel Bilgo est donc directeur Afrique Téménéis Média, qui est une structure de communication et d'édition. Merci Bilgo d'être passé sur ce plateau. Et puis juste à la gauche de Bilgo, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Consembo, il est donc chroniqueur média, président de l'association Le Cercle d'évêques, une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. À vous qui nous avez suivis, nous disons merci de nous avoir suivis, d'être à notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.